Bonjour, Olivier Monin. Donc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'entreprise et de son parcours. Donc en fait, moi, j'ai pas très bien commencé puisque j'ai commencé comme banquier à Chicago. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris de ce pays qui est vraiment incroyable. Et mon père m'a rappelé après un an là-bas pour me dire, écoute, soit tu rentres, soit je vends l'entreprise. Alors l'entreprise n'était pas en forme à l'époque, il perdait de l'argent depuis 3 ans. Mon père n'était pas non plus en super forme de santé. Donc moi j'adore les challenges et j'ai dit, ouais, super. Et pourtant à l'époque, on me proposait d'aller à Hong Kong, donc c'était aussi un autre challenge. Mais bon, j'ai préféré le côté familial. Et voilà, donc l'entreprise, il a fallu rapidement la remettre sur pied. On perdait de l'argent, donc on ne vendait pas en fait assez de produits. Et on faisait à peu près moitié sirop, moitié liqueur. Il n'y avait pas assez de marché, quoi. On se battait quand dans les liqueurs, il y a des milliers de sociétés dans le monde. Dans les sirops, il y avait déjà Tesser, Berger. Donc on était un tout petit acteur. Le seul moyen, c'est de partir à l'étranger. À l'étranger, en France, le marché était saturé, en gros. Et à l'étranger, les sirops n'existaient pas en dehors d'un petit peu de la Belgique, la Hollande et un peu l'Italie. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin. L'export à l'époque représentait à peu près 5% du chiffre d'affaires et on faisait, quand je suis rentré, 7 millions de chiffre d'affaires en euros. C'était des francs à l'époque, à peu près 50 millions de francs, quoi, globalement. Donc on est parti, donc j'étais pas tout seul à le faire, hein. On est parti avec une ou deux personnes en ciblant les pays qui vendaient, qui achetaient déjà un petit peu nos liqueurs et qui travaillaient beaucoup déjà avec les barmen, avec les associations de barmen en Europe. Donc les barmen ont adoré enfin, pendant un an, on a bien étudié ce qu'il fallait faire et quel type de sirop en fait il fallait vendre. Et en fait, l'idée un peu géniale que l'on a eue, c'est de vendre les sirops comme liqueur sans alcool. Et le gros avantage, bien sûr, c'est que à l'époque, enfin même toujours dans les alcools, il y a beaucoup de taxes. Les sirops, il n'y a pas de taxes. Donc on a lancé une gamme de sirops qui était proche des liqueurs, comme le curaçao bleu, les liqueurs de banane, enfin de l'époque, hein, il y a plus de 35 ans à peu près. Et donc on a positionné notre sirop, donc moins cher parce qu'il n'y avait pas de taxe sur les alcools, mais en gros 3 fois plus cher que le prix que l'on vendait le sirop en France. Donc des belles marges. Et ça nous a permis à la fois de prendre des marchés, puisque nos sirops que l'on vendait en tant que liqueur sans alcool, meilleurs et beaucoup moins chers que les liqueurs de curaçao bleu, enfin, ce qui était des bases de cocktail en fait. Et donc voilà, c'est parti, on a rapidement gagné de l'argent, on a fait aussi du pastis pour remettre vite, des pastis de marque de distributeur, pour remettre l'entreprise sur pied. Il n'y avait pas assez de volume, donc en 6 mois, en fait, on était passé de négatif à positif. Et donc l'entreprise, voilà, a commencé à repartir. Alors après, vraiment, pays par pays, en commençant par les Scandinaves, là où les taxes étaient les plus fortes, en fait, dans les alcools. Donc il y avait une grosse différence entre ce que l'on faisait. Et de là, vraiment par les associations de barmen, il y en avait 50 à l'époque, donc on est parti en Asie et notamment au Japon. Donc ils ont permis de rentrer assez loin et sur un marché à peu près en faisant la même chose, le même programme de vendre des liqueurs sans alcool, donc nettement moins cher et en fait meilleur dans l'utilisation des cocktails. Et en commençant à avoir un petit nom sur ce marché de monstres, hein, il y a des milliers de grosses marques de spiritueux, mais on arrivait un peu le petit poussé qui proposait des produits différents. Et à chaque fois que l'on rentrait dans un nouveau pays, on lançait des parfums, ce qu'on appelle ça des parfums qui correspondaient bien aux us et coutumes locales en fait. Donc ça s'est fait petit à petit. Alors ça paraît simple, mais vraiment pays par pays. Donc la Scandinavie, Danemark, tout ça, l'Europe du Nord. Et puis après, je veux dire, le Japon l'a attaqué en 86.
Et moi, en fait, je n'ai pas parlé de la date, mais j'ai démarré en 86 et le Japon en 92. Donc déjà, en 6 ans, on avait commencé à se faire un petit nom. L'entreprise était rentable, donc on commençait à avoir on avait épongé nos dettes et on avait commencé à partir quoi, sur l'étranger. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes leader mondial des sirops. Selon vous, avec le recul, quelle a été votre recette du succès? Alors le succès, la grosse étape en fait, c'est qu'en 92, quand on a commencé le Japon, il fallait aller de l'autre côté, quoi. L'autre côté, c'était les USA, quoi. Et donc on a pris un importateur. On faisait déjà des salons depuis 3 ans, WSWA aux États-Unis, qui est un salon vraiment de spiritueux. Donc on était là avec nos petites liqueurs et les sirops. Et alors les liqueurs, c'était pas la peine, il y avait des milliers d'autres marques. Les sirops, il les buvait puis il les crachait, quoi. C'était trop sucré, il ne savait pas comment les boire. Donc petit à petit, on a amélioré le système. On a finalement trouvé un importateur en 92 aux États-Unis qui nous a représentés. Donc il ne nous a pas payé au bout de 6 mois, donc on l'a absorbé. Et on a eu l'idée, au bout de quelques mois, on a vu le potentiel de ce marché qui n'était plus du tout dans les alcools, mais il y avait Starbucks qui démarrait, qui avait démarré quelques années auparavant et qui commençait à vendre du café aromatisé. Donc on a commencé à lancer des produits très différents, donc un sirop de vanille, un sirop de caramel, sirop de noisette, qui étaient vraiment les premiers sirops que l'on mettait pour aromatiser le café. Et bingo! Donc tout de suite les volumes ont démarré et donc au bout de 6 mois j'ai dit il n'y a qu'une solution, c'est de devenir américain, donc construisons une usine. Donc on a fait ça d'une manière incroyable, hein, très rapidement. Donc on arrivait fin 95 et juillet 95, donc on achète un terrain en Floride. Et en fait, c'est incroyable aujourd'hui, c'est en 6 mois on avait construit l'usine, aujourd'hui il faut 18 mois. En 6 mois, avec très peu de moyens, on a construit l'usine un peu tout seul, avec les équipes de Bourges qui y allaient et tout. C'était un truc incroyable. Et 1er janvier, le 2 janvier 96, la première bouteille de sirop sortait en Floride. Donc ça, il y avait une émulsion vraiment qui était incroyable dans l'entreprise, très fière. Et puis l'entreprise a grandi. Alors après, il y a eu d'autres péripéties. Le DG que j'avais mis, qui était un Suédois, parrain de mon fils, en fait, était un gros truand. Donc nous truandés, on a failli déposer le bilan. Mais à chaque fois, on rebondit. Et au contraire, on a su, avec d'autres équipes locales, en fait, repartir. Et des États-Unis, en fait, de la Floride, on a grandi. Vite, on a monté vers le nord, vers l'ouest, pour vraiment de devenir en peu de temps. Il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas vraiment une marque, enfin il y avait 2 marques sur la côte ouest, mais on les a vite rattrapées en fait. Et on est devenu assez rapidement une marque qui, pour les Américains, on est une marque américaine en fait. Donc quand on arrive à ce stade-là, c'est génial, quoi. Et je raconte toujours la petite histoire de touristes qui étaient en vacances en France dans les Pays de Loire, là, à Angers, et qui rentrent dans un bar, qui voient les sirops Monin et qui disent « Ah, enfin un produit américain !» quoi. Le barman furieux dit « Non, c'est de la région, etc. » Donc c'est génial, ça montre qu'on avait réussi en moins de 10 ans à devenir une marque américaine. Évidemment, des États-Unis, petit à petit, on s'implante dans chaque pays. Aujourd'hui, 165. Mais surtout, aujourd'hui, on ne vend pas de sirop. C'est ce qu'on a trouvé, en fait, depuis une bonne vingtaine d'années. On vend des solutions. Donc, on est solution provider. En fait, on a toujours fait chez nous, chez Monin, on a un état d'esprit que j'ai pris de mon père. Alors, je n'ai pas connu mon grand-père qui est décédé pendant la guerre, mais cet état d'esprit entrepreneur. Et pour être entrepreneur, il faut être très pragmatique et on est toujours surtout très près de notre personnel, en fait, de tous les employés.
Et c'est vraiment, je dis toujours, et c'est pas pipeau, notre première force, vraiment, ce sont nos employés. Et donc je tourne dans toutes les filiales. Aujourd'hui, on a 7 usines dans le monde, bientôt la 8e en Inde à la fin de l'année. Quand je visite les équipes locales, c'est la même mentalité qu'à Bourges. Et ça paraît incroyable. Le chinois, le malais, ils ont pourtant des ethnies et des religions très différentes, le brésilien, l'américain. Ils font vraiment le focus sur aider, vendre des solutions pour nos clients, quoi. Donc il y a vraiment cet état d'esprit de pas vendre des produits, donc de faire les meilleurs produits pour que le client soit content, quoi. Alors ça paraît tout simple, mais c'est génial et ça, je crois, c'est surtout dû au choix assez atypique des directeurs généraux à travers le pays. Et par exemple, le directeur général de la Chine, c'est un jeune barman qu'on avait découvert qui vendait des cocktails d'une manière incroyable à Hong Kong il y a 23 ans maintenant. Donc notre commercial de l'époque l'a dit, mais ce type est incroyable. Donc 6 mois après, on l'a débauché, il est devenu commercial local. Et puis petit à petit, pendant le Covid, on lui a fait passer un MBA à Hong Kong. Et aujourd'hui, il est directeur général de la Chine depuis 2 ans, depuis 3 ans. Là. Donc ça, c'est génial. En Malaisie, c'est également une ancienne commerciale qui était chez un concurrent qu'on a chopé parce qu'elle était vraiment géniale. Et puis aujourd'hui, elle est DG de la Malaisie, quoi. Et donc, c'est des gens qui ont à la fois du cœur, de la passion pour ce qu'ils font, et puis qui comprennent notre état d'esprit très entrepreneur et très basé sur le service, en fait, et sur la qualité. Parce que je pense qu'on n'aurait jamais réussi si on n'avait pas été pointu sur la qualité. Et pour répondre justement, pour se rejoindre un peu l'intérêt, c'est que par rapport à nos concurrents, on a toujours cherché à avoir des produits naturels, en faisant vraiment attention à la fois à la manière, enfin les produits que l'on achète, donc les jus, les manières dont les fournisseurs eux-mêmes s'approprient, achètent les différents fruits. Parce qu'on n'achète pas les fruits en fait, on achète des concentrés à travers le monde, puisqu'on a 160 parfums. Donc évidemment, c'est pas que on fait pas ça uniquement dans le Berry. Donc c'est vraiment c'est à la fois une force et une faiblesse, bien sûr. Mais c'est le fait de rechercher les meilleurs fruits, la manière dont ils sont cultivés, et de dire à nos aromaticiens, vous achetez les fruits à tel endroit, etc., quoi. Et ça, c'est vraiment, alors petit à petit, hein, c'est pas venu comme ça, mais c'est d'une manière très simple. Et pourquoi on fait des usines un petit peu partout dans le monde? C'est pour se rapprocher des clients, quoi, plutôt que tout parte de Bourges. Alors c'est moins sympa pour Bourges, mais c'est beaucoup plus simple que d'envoyer des produits à 10 000 km, en fait. Donc ça, on l'a toujours eu d'une manière très naturelle de faire, c'est du bon sens. De mon grand-père, je pense qu'il avait cet esprit, parce qu'il a démarré avec sa carriole et son cheval à vendre des concentrés de liqueurs, etc., quoi. Donc c'est toujours d'une manière très pragmatique, et en fait on a sur un autre pan certains fruits comme le yuzu, qu'on a découvert au Japon, qui est cultivé au Japon, mais cultivé en Corée, mais dont l'origine est japonaise. On a vu que les cultures au Japon n'allaient pas être suffisantes pour nous dans quelques années. Et on voit que les récoltes baissent, en fait. C'est des vieilles récoltes, des vieux propriétaires qui, même si le fruit commence à être un peu plus connu, dans 10 ans, dans moins de 10 ans, en fait, il n'y aura plus assez de yuzu en tout cas pour nous, ou pour d'autres marchés, quoi. Donc on a décidé de devenir planteur. Donc on a choisi le Portugal, dont à la fois la typologie dans la terre et puis dans le climat correspond à peu près à la Corée du Sud. Donc on a acheté 50 hectares de terre au Portugal, et on plante encore chaque année un petit peu.
Et bientôt, on va arriver à la saturation. Et on le fait d'une manière très agroécologique, en prenant soin de la terre. Il n'y a pas d'intrants. Toutes les allées sont vertes. On plante entre les allées de fruits des légumineuses que l'on varie d'une année à l'autre. Donc tout est fait pour avoir vraiment des fruits hyper sains. Et alors, il y a ce côté à la fois produire pour nous, mais aussi c'est d'apprendre. On adore apprendre et puis après dire sur d'autres produits, d'autres fruits, de donner un exemple de la manière dont nous on cultive. Alors peut-être les rendements sont un petit peu inférieurs, en tout cas au début, mais c'est hyper propre, quoi. Donc il n'y a plus de fertilisateurs, enfin de fertilisants et autres. Donc c'est ça qu'on aime bien. Depuis quelques mois, on est la première usine zéro rejet en Europe, et sans doute un peu plus. Donc là, c'est 5 ans d'études, de travaux avec l'IMRA de Toulouse, d'autres sociétés locales autour d'Orléans, Bourges, etc. On va économiser, là où ça y est, on commence à économiser 80% de notre eau. On sait que l'eau, ça devient le produit rare à travers le monde. Et ce qui est sympa, là, c'est qu'on a déjà des grosses entreprises agroalimentaires européennes, hein, Nestlé, Danone, etc., sont déjà venus pour voir, et on ouvre les portes, quoi, pour voir comment ça marche. C'est très simple. Alors maintenant, on a peiné pendant 4 ans, maintenant on va pouvoir dupliquer tout dans nos autres usines. Et bien sûr, ça coûtait plusieurs millions, mais les prochaines, ça va coûter sans doute 3-4 fois moins, quoi. Et c'est valorisant pour tout le monde, encore une fois, quoi. C'est simple, c'est juste du bon sens. Et économiser 80% de notre eau, c'est génial, quoi. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on aime bien faire chez nous. Et les employés, là, c'est pareil, ils sont hyper fiers et participent. Voilà, ça. Voilà. Donc le fond savoir. Et pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a des visites d'entreprises qui viennent voir. Donc si dans quelques années, 80% des entreprises agroalimentaires utilisent ce système, ça sera des millions et des millions de mètres cubes d'eau que l'on va économiser, quoi. Et enfin, quels sont vos souhaits pour l'avenir de Monin, même si ça a l'air déjà bien enclenché? C'est de continuer à découvrir, en fait, même là, si on a l'impression qu'on est bien établi, on en est vraiment au balbutiement, quoi. En Chine, on vient d'agrandir l'usine là, dernièrement, et on lance d'autres types de produits. Alors c'est encore un peu secret, mais qui sont différents ou qui utilisent encore plus de fruits, moins de sucre. Avec des particules, enfin on teste beaucoup, on fait évoluer en fait le sirop traditionnel, même si les ventes augmentent, son pourcentage va diminuer par rapport à des produits plus sains, moins sucrés, plus stables, plus extraordinaires, avec peut-être d'autres goûts, enfin très différents, ou des propriétés qui viendraient d'autres fruits qui peuvent être mélangés. Enfin, la R&D, on pense vraiment une bonne partie de nos budgets sur la R&D pour continuer à être leader et ne pas devenir en fait suiveur, mais au contraire qu'on soit copié, tant mieux, quoi. Je veux dire, puisque ça aide l'ensemble du marché à manger mieux, plus sain et moins sucré. Merci beaucoup. Voilà.